Hier, le 22 février 2025, l'Algérie a été citée, elle a été mise en accusation, elle a été placée sur le banc des accusés en raison d'un acte terroriste. Lors de cette attaque hier de Mulhouse, je fais référence à l'attaque de Mulhouse en France, les autorités algériennes ont été rendues en partie responsables de l'acte terroriste qui a eu lieu hier, qui a fait 1 mort et 5 blessés à Mulhouse. Hier, vers 15h40, un individu armé d'un couteau et d'un tournevis. Il s'attaque à 2 agents de stationnement dans un quartier qui s'appelle le quartier du marché du Canal Ouvert. Et il s'en prend à un Portugais, un vieil homme, voilà, un retraité âgé de 69 ans. L'agresseur, l'assaillant, a crié Allahu Akbar. Ensuite, Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, il va dire que voilà, c'est un Algérien qui était arrivé illégalement sur le territoire français en 2014, qui a été déjà condamné pour apologie du terrorisme et qui a été placé dans un centre de rétention administrative. Les autorités françaises ont demandé à 10 reprises. Que l'Algérie le récupère. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était connu des services de sécurité français, qu'il a été fiché dans le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il y a effectivement une crise migratoire. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Il y a une crise migratoire en France. Hier, le 22 février 2025, l'Algérie a été citée, elle a été mise en accusation, elle a été placée sur le banc des accusés en raison d'un acte terroriste. Il a été défini par le moment pour l'heure. Pendant ce moment-là, lors de cette attaque hier de Mulhouse, je fais référence à l'attaque de Mulhouse en France, dans le Haut-Rhin, une région de l'Est de la France, pas très loin de la frontière suisse. L'Algérie a été donc... les autorités algériennes ont été placées sur le banc des accusés par les autorités françaises à travers le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau. Les autorités algériennes ont été rendues en partie responsables de l'acte terroriste qui a eu lieu hier, qui a fait 1 mort et 5 blessés à Mulhouse. Et on a du mal réellement à comprendre les tenants et les aboutissants de toutes ces tensions qui ne cessent de s'aggraver. Maintenant, la crise algéro-française qui était d'abord diplomatique, qui concernait que le Sahara occidental et le Maroc. Ensuite, elle est devenue très violente avec les épisodes de Boualem Sansal et la crise des influenceurs. Aujourd'hui, maintenant, elle s'invite dans le terrain du terrorisme. Elle s'invite sur le terrain extrêmement miné, extrêmement dangereux du terrorisme. Et les accusations les plus graves ont été colportées contre les autorités algériennes par le ministre français de l'Intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on se positionner? Qui a raison? Qui a tort? Ça devient de plus en plus compliqué de rester objectif et de travailler sur les faits, rien que les faits, d'autant plus que les faits, aujourd'hui, même si on arrive à les repérer, à les identifier, la lecture de ces faits, malheureusement, elle est influencée par les idéologies et les sentiments d'appartenance des uns et des autres. Nous allons essayer d'être neutres, le plus neutre possible pour comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, la crise migratoire ou le désordre migratoire, pour reprendre les termes de Bruno Retailleau hier, ne peut pas être compris, ne peut pas être assimilé, ne peut pas être saisi sans le lier au désordre diplomatique qui divise l'Algérie et la France aujourd'hui. Alors d'abord les faits. Hier, on était le 22 février, le samedi 22 février 2025. Mulhouse est une ville très dynamique, très importante parce qu'il est situé tout près de la frontière suisse, notamment à côté de Bâle, l'une des villes économiques et industrielles suisses les plus importantes qui abrite un pôle économique et industriel important en Suisse. Mulhouse, elle est dynamique parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle en français les frontaliers, c'est-à-dire des Français qui travaillent en Suisse mais qui vivent en France. Et parmi eux, une communauté algérienne. Mulhouse est une ville donc importante. D'ailleurs, il y a un aéroport commun entre la France et la Suisse et l'Allemagne, Mulhouse, l'aéroport de Mulhouse. Hier, vers 15h40, un individu armé d'un couteau et d'un tournevis. Il s'attaque à 2 agents de stationnement dans un quartier qui s'appelle le quartier du marché du Canal Ouvert. C'est un quartier animé, un quartier bien fréquenté de la ville de Mulhouse. Donc, cet individu sortait apparemment, il a perpétré son acte devant l'hôtel de police, c'est-à-dire devant le commissariat principal de la ville de Mulhouse. Les agents de stationnement, ce sont la police municipale. Généralement, ce sont des membres de la police municipale qui contrôlent les stationnements, les PV, etc. pour voir s'il n'y a pas eu des infractions au stationnement en France. C'était à 15h40, plus exactement. À 15h50, entre 15h40 et 15h50,
Cet homme qui a blessé donc 2 agents de stationnement va continuer à poignarder avec son couteau et il s'en prend à un Portugais, un vieil homme, voilà, un retraité âgé de 69 ans, donc qu'il a été blessé mortellement, c'est-à-dire qu'il est mort à la suite de ses blessures. Il est mort, il est décédé. Donc c'est lui la principale et la seule victime pour le moment. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les témoins oculaires, il y en a qui disent que cette Portugais a essayé de s'interposer pour empêcher ce terroriste ou là, ce fou, on ne sait pas, à l'heure, pendant les événements, personne ne savait si c'était un détraqué mental, si c'était un délinquant, si c'était un criminel, si c'était un terroriste. On pouvait pas on n'avait pas suffisamment de recul entre 15h40 et 15h50 pendant l'incident. Personne n'avait encore suffisamment de recul pour interpréter cette violence inouïe. Donc ce Portugais, il est mort. Donc on ne sait pas si c'est interposé ou s'il a voulu juste éviter ou s'il a voulu juste se bagarrer avec cet agresseur. Les témoins oculaires qui ont assisté à cette agression, à cet incident, à cette attaque au couteau, disent que le gars a crié, l'agresseur, l'assaillant, a crié Allahu Akbar. Donc, Allahu Akbar, Dieu est grand, ça veut dire que généralement ce sont les islamistes, les militants islamistes, les terroristes islamistes, on ne peut pas parler de militants, ce sont les terroristes islamistes qui, à chaque fois, quand ils veulent passer à commettre un acte terroriste, ils profèrent malheureusement Allahu Akbar, ils salissent la religion musulmane, et ils utilisent cette invocation religieuse pour passer à l'acte et justifier et légitimer leur acte de violence. Ça, c'était entre 15h40 et 15h50. Pourquoi 15h50? Parce qu'à 15h50, les policiers municipaux de la ville de Mulhouse vont l'intercepter, cet agresseur, cet assaillant. Et il s'avère que, juste après son arrestation et son placement en garde à vue, que cet assaillant est un Algérien. Il est un Algérien, il y a eu donc un mort, un Portugais âgé de 69 ans, et 5 blessés en tout. C'est ça le bilan jusqu'à maintenant. Les 2 agents qui ont été les premiers agressés ont été hospitalisés. L'un d'eux, il a quitté l'hôpital rapidement parce qu'il a été blessé au thorax. Le deuxième, il a été transporté dans un autre hôpital à Colmar, à côté de Strasbourg, à une quarantaine de kilomètres de Mulhouse. Et trois autres policiers municipaux ont été légèrement blessés parce qu'ils ont tenté de l'intercepter et de le neutraliser. Qui est l'assaillant? L'assaillant, dès le départ, il a été identifié par les autorités françaises comme un Algérien, un migrant algérien placé sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Alors, dès le départ, le ministère français et les autorités françaises ont parlé d'abord d'un acte terroriste. Emmanuel Macron a parlé sans aucun doute d'un acte terroriste. Bruno Retailleau parle d'un attentat islamiste, d'un acte terroriste. Ensuite, Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, il va dire que voilà, c'est un Algérien qui était arrivé illégalement sur le territoire français en 2014, qui a été déjà condamné pour apologie du terrorisme et qui a été placé dans un centre de rétention administrative et qui a un profil de schizophrène, il a des problèmes de santé mentale et que, selon le ministre de l'Intérieur français, les autorités françaises ont demandé à 10 reprises. Que l'Algérie le récupère, que l'Algérie accepte qu'elle délivre le fameux laissez-passer consulaire pour que les autorités françaises puissent expulser cet homme dangereux parce qu'il a déjà été coupable d'apologie du terrorisme et qu'il a un profil de santé mentale déséquilibré. Donc il aurait pu, dès le départ, les autorités françaises savaient qu'il était capable de commettre un acte, peut-être pas terroriste, mais en tout cas de passer à des violences, de commettre des violences physiques ou de commettre des actes d'agression qui pourraient menacer la santé ou qui pourraient menacer l'intégrité physique des citoyennes et des citoyennes françaises et des citoyens français. Il était identifié comme une menace potentielle contre l'ordre public et la sécurité. Donc, il aurait fait de la prison et ensuite il a été placé dans un centre de rétention administratif. Et l'Algérie qui a refusé qui est accusée aujourd'hui, qui a été accusée dès le départ, très rapidement, que l'Algérie avait refusé de délivrer le laissez-passer consulaire. Donc, Bruno Retailleau, il s'en prend violemment à Alger. Il dit, je le cite dans une intervention sur la chaîne TF1, ce sont les désordres migratoires qui sont aussi à l'origine de cet acte terroriste. Voilà un individu qui aurait dû être accepté par l'Algérie. L'Algérie l'a refusé à des reprises. À des reprises, mes services ont relancé le consulat algérien sans que jamais celui-ci n'accepte quelqu'un qui était né en Algérie. Voilà.
Ensuite, il a conclu son intervention en plaidant pour un rapport de force avec Alger, sans préciser de quoi il s'agit pour lui, qu'est-ce qu'il veut dire et qu'est-ce qu'il a envie de faire dans ce rapport de force avec Alger ou avec l'Algérie. Bon, qui est l'individu? Selon les premières informations qui nous sont parvenues, il s'agit d'un Algérien qui s'appelle Brahim Abdessamad. Il est âgé de 37 ans. Il est originaire de Betna. Il serait né à Betna. Et il est venu, comment dirais-je, en France en 2014. Et il a ensuite séjourné irrégulièrement et clandestinement sur le territoire français. Voilà, ces informations, son identité a été aussi confirmée et révélée par Paris Match. Donc ces informations que nous avons pu obtenir par Paris Match, on a parlé déjà. Et pour le moment, il n'y a que Paris Match comme média français solide et sérieux, crédible, qui a donné ces informations sur son identité. Donc on ne sait pas comment il est venu en France. Est-ce qu'il a eu un visa, ensuite il a brûlé ce visa? Comme on dit, est-ce que Harag, il a un visa ou Harag? Est-ce qu'il avait, est-ce qu'il est venu à travers les fameuses traversées de la Méditerranée? On en a pour le moment aucune idée. Je dis bien, on en a pour le moment aucune idée. Il y a très très peu d'informations qui circulent sur ce monsieur, sur cet Algérien. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il était connu des services de sécurité français, qu'il a été fiché dans le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, et qu'il était connu comme étant un élément radical, un élément dangereux qui développe des idées ou une idéologie radicale. Voilà. Donc il serait né à Betna, il serait né le 20 avril 1987 à Betna en Algérie. Et âgé de 37 ans, il était dans un centre de rétention administrative à côté de Strasbourg depuis le 18 mars 2024. Il a été libéré le 19 juin 2024 parce que sa période en France, il y a une loi, on ne peut pas garder quelqu'un plus de 90 jours. Donc au bout de cette période, au bout de 90 jours dans un centre de rétention administrative, l'Algérie n'a pas donné de laissez-passer consulaire. Les autorités françaises étaient obligées de le remettre en liberté. Il a été assigné à résidence, c'est-à-dire il était placé sous contrôle judiciaire. Il devait chaque jour, pendant, je pense classiquement c'est une fois par semaine ou une fois par 15 jours, venir dans un commissariat et signer un registre, se présenter devant la police pour affirmer qu'il respecte ces mesures de contrôle judiciaire. Visiblement, il serait venu au commissariat central, à l'hôtel de police de la ville de Mulhouse, pour justement signer ou peut-être confirmer ou respecter les consignes de son contrôle judiciaire. On n'en a pas encore, c'est une possibilité, c'est une probabilité. Voilà les informations que nous avons pu récupérer et que certains médias français commencent à diffuser, comme Paris Match. Maintenant, on n'a pas encore une fois la réaction des autorités algériennes. Les autorités algériennes ne se sont pas exprimées. Je ne pense pas qu'elles vont s'exprimer officiellement. Nous avons parlé à des sources algériennes. Nous allons vous faire part des réactions des sources algériennes à qui nous avons parlé pour avoir leur version. Parce que nous voulons être objectifs, encore une fois, et rigoureux, ni être du côté de la France, ni être du côté de l'Algérie, mais le journaliste est censé être du côté de la vérité, rien du côté de la vérité. Pour le moment, on n'a pas de réaction des autorités algériennes ou des sources proches des autorités algériennes, que ce soit des sources sécuritaires ou des sources diplomatiques. À l'heure actuelle, face à cette situation extrêmement terrible, on parle d'un homme qui est mort. D'ailleurs, il faut présenter ses condoléances à sa famille. Les faits sont là. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, 2 lectures, 2 commentaires de façon objective, impartiale et surtout rationnelle. 1. Il n'y a strictement aucune raison de faire de l'amalgame. Il faut absolument insister sur le fait que ce détraqué, parce que on parle d'un élément radicalisé, inscrit dans le fameux fichier de surveillance le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, mais les autorités françaises reconnaissent qu'il a un profil de schizophrène. Donc c'est un déséquilibré. C'est à la fois
un individu intoxiqué par l'idéologie islamiste radicale et terroriste, mais aussi un déséquilibré mental. Donc il réunit tous les ingrédients, ou il réunit malheureusement tous les éléments qui le prédisposent à devenir un assaillant violent qui pourrait mettre en péril la sécurité ou l'ordre public de n'importe quel pays dans lequel il aurait pu se trouver, que ce soit la France, l'Allemagne, la Suisse ou l'Algérie même. Donc c'est un déséquilibré et prédisposé à commettre un acte de terrorisme. Cet individu, ce Brahim Abdessamad, n'a absolument aucune relation de près ou de loin avec la communauté algérienne. Il n'est pas représentant de la communauté algérienne. Il ne représente pas les Algériens et les Algériens de France, ni les Algériens et les Algériens d'Algérie. Et son comportement est condamnable, inexcusable, inexplicable, injustifiable. Inexplicable, peut-être non. Il y a des explications djihadistes, explicables par son idéologie djihadiste et par son déséquilibre mental. Il a déjà été condamné, il avait déjà été interpellé selon les informations que nous avons pu obtenir à propos de lui, qui ont été d'ailleurs confirmées aussi par Paris Match. Il a déjà été interpellé fin 2023 après les événements tragiques de Gaza en octobre 2023. Après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Il a été condamné à 6 mois de prison pour apologie du terrorisme. Donc il était connu auprès des autorités françaises comme étant 6 mois. Il a purgé sa peine de prison. Donc c'est un individu dangereux. Il n'y a pas d'amalgame. La majorité écrasante des Algériennes et des Algériens de France n'ont jamais été condamnés pour apologie du terrorisme, ne présentent pas un profil de déséquilibrés mentaux, et même dans chez les sans-papiers algériens, la majorité écrasante des sans-papiers, des haragas algériens en France, sont des personnes équilibrées, qui n'ont pas d'idées djihadistes, qui se contentent juste de travailler et de respecter l'ordre public en France et d'essayer de gagner leur pain et de gagner leur vie le plus correctement possible, le plus dignement possible, le plus légalement possible. Ceci dit, il y a effectivement une crise migratoire. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Il y a une crise migratoire en France. Cette crise migratoire entre l'Algérie et la France, c'est une crise migratoire. Qu'est-ce que c'est que cette crise migratoire? Il y a eu un mouvement de déplacement depuis 2021-2020, depuis l'échec du Hirak. Depuis l'échec du Hirak. Il y a eu un départ massif, une explosion de la phénomène, du fléau de la harga. C'est-à-dire qu'il y a eu des milliers de jeunes Algériens qui, entre 2021 et 2024, ont quitté massivement l'Algérie pour aller vers l'Europe, l'Eldorado européen, à la recherche de pays ou de terres d'accueil où ils peuvent être libres, où ils peuvent s'exprimer plus librement, où ils ne sont pas emprisonnés, incarcérés ou maltraités pour des raisons politiques, pour leurs opinions politiques ou parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les autorités algériennes en place. Vous savez très bien que l'échec du Hirak en Algérie était accompagné par un appareil répressif extrêmement violent, extrêmement dur. Et ça a poussé, il y a eu milliers d'arrestations et plusieurs centaines de détenus politiques en Algérie. L'échec du Hirak a contribué à alimenter une mécanique de harga exceptionnelle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et les autorités algériennes ont ce chiffre-là. En moyenne, entre 2021 et 2024, il y a eu chaque année, en moyenne, 30 000 harragas algériens qui ont emprunté dans 80% des cas, c'est-à-dire entre 22 000 et 25 000 de ces harragas algériens ont emprunté les fameuses routes maritimes vers le sud de l'Espagne. Les routes maritimes, il y en a pratiquement, c'est la fameuse route maritime entre les côtes algériennes et l'Espagne, depuis Tness, depuis Ain Mochin, depuis Mostaganem, depuis Oran, depuis Razawet, et depuis 2023-2024, y compris depuis Alger, depuis Bjaya, depuis Djidjen, des harragas prennent des bateaux, des embarcations pour aller vers l'Espagne. C'est la route maritime la plus fréquentée, alors que la route maritime vers l'Italie, elle est de moins en moins fréquentée parce que les Italiens ont entrepris des mesures radicales et que la route là-bas elle est beaucoup moins sécurisée parce que la coopération entre l'Italie et la Tunisie fonctionne très bien et que beaucoup de harragas algériens qui empruntent cette route maritime entre l'Italie et la Tunisie, entre l'Italie et l'Algérie, sont arrêtés, interceptés, ils finissent placés dans des centres de rétention en Tunisie, dans des conditions extrêmement inconfortables, quand ils se retrouvent pas aussi emprisonnés ou arrêtés en Libye par des réseaux libyens, ou en Italie, elle est
depuis l'arrivée de l'extrême droite en Italie, il faut reconnaître qu'il y a une politique assez dure. Et même Giorgia Meloni, elle a même conclu un accord pour mettre en place des centres de rétention de clandestins ou de migrants clandestins en Albanie. Il y a une politique extrêmement dure qui a fait échouer, qui a fait reculer. D'ailleurs, les statistiques par eux-mêmes. En Italie, il y a un recul ces dernières années de l'immigration clandestine. Voilà, c'est quand même, on parle d'une baisse de 65% des arrivées de migrants clandestins. Le dernier chiffre qui a été publié en août 2024. Donc il y a une politique de Giorgia Meloni qui a fait chuter l'immigration clandestine, qui s'est détournée vers l'Espagne et la Grèce. Les Algériens se sont détournés donc de l'Italie, il y a beaucoup de difficultés, il y a une politique dure et brutale. L'Espagne est devenue plus facile, pourquoi? Parce qu'en 2022, il y a une crise diplomatique et politique entre l'Algérie et l'Espagne à cause du Maroc et du Sahara occidental. Et comme l'Espagne s'est alignée avant même la France, elle avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Rappelez-vous, depuis de juin 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023, pas d'ambassadeur d'Algérie à Madrid, pas d'accord de coopération, et les traités d'amitié ont été gelés et les relations ont été réduites à leur strict minimum. Et les accords de coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine ont été stoppés, gelés. Du coup, l'Espagne ne pouvait plus expulser et rapatrier comme avant, alors qu'il y avait des accords de coopération entre 2020 et 2021 jusqu'à 2022 avec l'Algérie. Elle ne pouvait plus rapatrier et expulser facilement les migrants algériens qui arrivaient massivement. On parle quand même de 25 000, 28 000 migrants. Ça, c'est des chiffres plus ou moins précis puisqu'il y a un nombre important qui ne sont pas identifiés. L'Espagne, donc elle ne peut pas les expulser, elle ne peut pas les rapatrier, elle les met dans des centres, ensuite elle les relâche. Pourquoi elle les lâche en pleine nature? Parce qu'elle sait très bien que les Algériens ne restent pas en Espagne. 95% des migrants algériens ne restent pas en Espagne. Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'espagnol, parce qu'ils n'ont pas d'attache familiale ou d'attache personnelle avec l'Espagne. Ils partent en France. Du coup, de 2022, le phénomène de la Harga a commencé en 2021, mais il a explosé en 2022 avec la fin des accords de coopération et la fin de l'entente algéro-espagnole dans la lutte contre l'immigration clandestine. Et on a eu, de 2022 à 2024, en moyenne, minimum 20 000 Harraga qui se sont déplacés depuis l'Algérie vers l'Espagne jusqu'à la France. Du coup, on a eu au bas mot entre 60 000 à 70 000 nouveaux Harraga qui se sont installés sur le territoire français de façon clandestine. Et d'ailleurs, ces dernières années, c'est un fait. C'est que moi j'observe dans les grandes villes françaises, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, que ce soit Lille, que ce soit Bordeaux, que ce soit Marseille, on voit l'avènement, on voit l'apparition de nouveaux contingents de Harraga algériens, dont certains sont des mineurs, et qui sont arrivés que récemment sur le territoire français. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos réactions à propos de ce sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos discussions, surtout dans la section des commentaires. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et de voir les arguments et les débats et les points de vue des uns et des autres. Je tenais juste à vous dire, à vous demander gentiment de respecter les uns et les autres, bien sûr, et de parler, de défendre son point de vue sans aucune calomnie ou insulte. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, juste pour que je ne me trouve pas dans la nécessité de supprimer autant de commentaires haineux. Je préfère avoir une communauté saine et qui a plutôt qui a plutôt envie d'argumenter et d'entendre la voix des autres et de partager son point de vue avec tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un bon commentaire pour cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.